À tous et bienvenue sur El Marhalibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus. Merci pour votre fidélité. Je rappelle, partagez, likez et encore une fois, c'est vous qui faites l'information car vous êtes très nombreux à réagir et à envoyer un certain nombre d'informations sur les réseaux sociaux qui nous permettent notamment de proposer à nos invités de revenir sur cette actualité ce soir. Nous allons revenir sur cette revue de l'armée algérienne, El Djish, qui sort précisément les 6, 7, 8, parfois 9 novembre. On va revenir ce soir sur son contenu. Il y a quelques semaines, quelques jours, le chef d'état-major Saïd Chengleha qui disait clairement que le Djish, l'armée, ne faisait pas de politique en Algérie. Eh bien ce soir, c'est pas le cas du tout. On va y revenir, notamment sur ces mots. Héritage de valeurs, voilà ce qu'on peut retrouver notamment dans cette revue Héritage de valeurs, en parlant donc de ce 1er novembre 54, 68 ans donc sont passés depuis le début de la guerre d'Algérie, 1er novembre 54. Donc on va essayer de comprendre de quel héritage parle exactement donc la revue El Djish et aussi le président de la République Abdelmadjid Tebboune. On reviendra aussi sur ce sommet arabe puisqu'il est qualifié aujourd'hui de réussite, de succès. On se souvient donc c'était il y a une semaine, le 1er et 2 novembre, un sommet qui n'avait pas lieu depuis 3 ans précisément, notamment pour cause pandémique de Covid. Il a eu lieu, donc il a réuni plusieurs responsables, plusieurs aussi défections de grands chefs d'État ont refusé de revenir, notamment l'Arabie Saoudite, entre autres, le roi du Bahreïn, le sultan d'Oman, le président du Liban, entre autres. De quel succès donc parle ici la revue El Djish? On va essayer de comprendre. Juste quelques mots qu'avait évoqué dans son discours, dans son allocution de clôture, le président Abdelmadjid Tebboune. Ce sommet constituait un jalon important dans le renforcement de la solidarité arabe afin de protéger nos intérêts communs et œuvrer au sein d'un ensemble uni et fort avec ses capacités et ses ressources. Plusieurs décisions importantes à même d'orienter notre action commune sur le citoyen. Des mots importants. On va y revenir ce soir avec nos invités que j'ai le plaisir de vous présenter dans quelques instants. Nous allons, pour commencer, donc rendre hommage à Sadaq Hadjalès qui nous a donc quitté jeudi dernier à l'âge de 94 ans. Comment donc le présenter? Un homme militant des droits de l'homme, un homme qui a aimé son pays, qui a aimé l'humanisme, l'humanité. Nous étions hier donc à la levée du corps ici en région parisienne. On vous en a proposé quelques images. Eh bien, grâce aux internautes, grâce aux Algériens et aux Algériennes, vous allez voir ici quelques images, notamment de son enterrement. C'était aujourd'hui. On lui rend hommage. Voilà, on rend hommage encore ce soir à ce grand militant, ce grand monsieur. On écoutait hier sa femme à qui on a une pensée qui disait ce qui est important aujourd'hui, c'est son héritage. Un héritage puissant, un réel héritage en termes de démocratie, de militantisme, de valeurs humaines. Et c'est ce que aujourd'hui reprennent notamment plusieurs militants, plusieurs Algériens et Algériennes, qui sont, on en est encore tous très touchés, bien évidemment, qui suivent ce chemin de la liberté, de la démocratie, notamment en Algérie, en parlant de démocratie, des droits de l'homme. Avec nous, Maître Aïssa Rahmoun, bonsoir.
vice-président de la Ligue internationale des droits de l'homme. Permettez-moi encore une fois, bien évidemment, de vous faire part de nos félicitations quant à cette élection, puisque vous intégrez la Ligue internationale des droits de l'homme. D'abord, je pense sincèrement que vous le méritez, mais surtout que c'est un espoir pour les peuples du monde entier, mais un réel espoir pour les Algériens et les Algériennes. Oui, bonsoir Chardan, bonsoir aux invités, mais aussi aux téléspectateurs qui suivent actuellement l'émission de Maribia. Merci pour vos vœux et félicitations. Je dirais que la FIDH, la Fédération internationale des droits humains, est une organisation qui a fêté son centenaire à l'occasion du congrès qui s'est tenu à Paris. La voix des peuples est sûrement la voix de l'Algérien, des Algériennes et des Algériens aussi, parce que en considérant que les droits sont universels et indivisibles, partant sur ce concept universel pour la prospérité et l'épanouissement des peuples. Encore une fois, merci pour vos vœux et félicitations. Peut-être une minute tout de même, un mot sur Sadaq. Sadaq Hadjares, qui est peut-être aussi un exemple pour vous, puisque vous êtes tout jeune, même si vous avez tout de même une réelle expérience en tant qu'avocat, en tant que militant. Je rappelle aussi que vous êtes à la Ligue algérienne des droits de l'homme, mais peut-être un mot. Qu'est-ce que vous inspire ce monsieur, ce grand monsieur? Je présente mes sincères condoléances à sa famille, chose que j'ai faite dès que j'ai eu l'information. C'est encore un monument de l'histoire de l'Algérie, c'est encore un témoin de deux générations, de plusieurs générations, j'allais dire, de l'Algérie avant l'indépendance, de l'Algérie, de la révolution algérienne, mais aussi de ce qui est devenu l'Algérie après l'indépendance du 5 juillet 1962. Quel est l'héritage de Sadaq Hadjaras? Quel est l'héritage de Hussein Ahmed? Quel est l'héritage de Yahya Abdel-Nour? Vous savez, quand un État n'arrive pas à capitaliser, n'arrive pas à transmettre, à être fidèle dans la transmission des témoins de cette histoire, de l'histoire de la Révolution, mais aussi de l'histoire contemporaine. Quand elle écarte, elle marge. Ah, apparemment, on vous a peut-être... On vous a perdu, on va vous rappeler, Maître Rahmoun. Hamid Lelou avec nous en direct de Washington, directeur du RITS. Bonsoir, cher Hamid Lelou. Bonsoir, directeur de RISE, Reaching Independence through Social Engagement. Vous avez raison de me corriger, cher Hamid Lelou. Merci d'être avec nous. On pourra dire effectivement deux mots bien sûr en fin d'émission sur ce centre, qui est vous êtes directeur du Reaching Independence Through Social. Merci d'être avec nous. Peut-être un mot en une minute aussi sur ce grand militant. Qui vous je rejoins votre invité, Maître Aïssa Rahmoun, quant aux éloges qu'il avait fait pour le regretté Sadaq Hadjaras. Il a aussi cité d'autres, entre autres Aït Ahmed et Yahya Abdel-Nour. Moi, s'il y a quelque chose d'important que j'aimerais bien dire au peuple algérien, regardez ces grands messieurs et ces grandes dames. Ils militent, ils passent leur vie à militer, à croire à quelque chose, à une Algérie meilleure, à une Algérie indépendante, tout en sachant qu'ils vont tout sacrifier, y compris leur vie, sans pour autant être sûrs qu'ils vont vivre cette Algérie indépendante, cette Algérie prospère, cette Algérie démocratique. Et c'est ça le grand espoir, c'est ça qui me redonne espoir. J'ai pas envie de vivre ce moment de l'Algérie indépendante, sachant que les autres avant moi ont milité, ont bataillé toute leur vie pour que les enfants de nos enfants peut-être vont hériter d'une Algérie propre et indépendante. Il faut pas penser à militer pendant 3 ans et dire « Ah, le Hirak, il a échoué ». Non, Aït Ahmed, Allah yarhamou, il a passé plus de 60 ans de sa vie après l'indépendance, sans compter les années où il avait milité et combattu contre la France.
Et pourtant, l'Algérie continue à être occupée par cette junte militaire. Donc, pour moi, les grands hommes et les grandes femmes qui militent pour l'Algérie et qui meurent, et ils savent qu'il y a des chances qu'ils ne vont jamais vivre cette Algérie dont ils ont rêvé. Et pourtant, ils ont continué. Ils ont été résilients, ils ont été résistants, ils ont été croyants, ils ont cru à cette cause. Et un grand hommage, qu'est-ce que je voulais que vous dire? Merci. Les mots ne suffisent pas. Les mots ne suffisent pas. Merci pour ces quelques mots. Et sur le plateau avec nous, ingénieur économiste, militant politique, Hirakis Lies Djibaili, bonsoir. Bonsoir, merci pour ton invitation. Mes salutations à nos compatriotes et à l'équipe d'El Maralibi. Merci. Vous me le disiez tout à l'heure aussi, vous souhaitiez aussi prendre une minute tout de même pour revenir sur il y en a tant d'autres. Et c'est intéressant ce que vient de dire aussi Hamid Lelou, c'est que ce sont ces grands messieurs, ces grandes dames qui donnent de l'espoir aujourd'hui, même si malheureusement pour certains savent très bien que le chemin est long et que la démocratie, comme on peut peut-être l'avoir nous en tête en Algérie, n'est pas pour demain. Tout à fait. Alors, tout d'abord, Sadr Hajos, paix à son âme, Rabbi yarhamou. Remontons un peu le cours de l'histoire. En 1949, Sadr Hajos, il a partagé une étude avec Mabrouk Belhossein et avec Yahya Hinin, une étude sous forme d'une brochure et qui a été signée sous le pseudonyme Idir le Patriote. Et cette étude, elle reposait sur 4 points. Le premier point, le territoire. Le deuxième point, c'est l'économie. Le troisième point, le mode de vie, qui reflète le mode de vie de tous les Algériens. Et le quatrième point, c'est la culture, c'est-à-dire le culte du même passé et le souci du même avenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les Algériens ils ont la ferme volonté et unis pour construire un État un et indivisible, où chaque Algérien a sa place dans cette Algérie post-indépendante. C'est-à-dire, c'est impressionnant. En 49, il était avant-gardiste, comme on dit. C'est-à-dire que l'Algérie, elle regorge de potentiel d'hommes, un capital humain impressionnant. Et je tiens encore à que la terre lui sera légère et douce. Rabbi yarhamou wa salih. On a une pensée bien évidemment pour sa famille et puis tous les Algériens, les Algériennes, toutes les personnes dans le monde entier qu'il connaissait, puisque encore une fois énormément de toute culture était présente hier notamment à Paris dans le cadre de la levée de son corps. Toute nationalité était présente. Le débat est lancé. La revue El Djich que vous allez donc apercevoir ici à l'écran, je vais proposer à Abdellah de nous l'afficher. Nouvelle ère, 31e session de la Ligue donc des États arabes Alger. Voilà, nouvelle ère. Et un peu plus bas, 68e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre 54. On parle ici d'héritage de valeurs. Maître Rahmoun, je reviens à vous quand je vais commencer par vous. Vous pouvez terminer ce que vous disiez, bien évidemment, on a été coupé. Et puis, première question, on a en Algérie tout de même, alors il y a un vrai débat, des analyses, des Algériens qui crient et qui scandent Daoula, Madaniya, Machi Askaria, que l'armée ne fasse pas de politique. On a entendu et on entend encore souvent les responsables, les généraux, le chef d'état-major, M. Saïd Chengriha, dire clairement que l'armée ne fait pas de politique. En l'occurrence là, quand on ouvre cette revue de ce mois de novembre, on a du président à toutes les pages, on a de la politique. Pourquoi est-ce qu'en Algérie, puisque là c'est acté, pourquoi est-ce qu'en Algérie, dans ce pays-là, qu'est-ce qui caractérise notamment ces pays qui, à un moment donné, l'armée est amenée à faire de la politique? Tout d'abord, je voulais continuer sur ce que j'avais dit parce qu'on a été coupé. Je vous en prie. Effectivement, l'héritage de Sadr Hajos ou de Hossein Ahmed Ali Abdel Nour, d'Abban Ramdan, Krim Belkacem, tous ces hommes et ces femmes qui ont fait l'histoire de l'Algérie, sa révolution et après la révolution, la guerre et l'après-guerre, comme on dit. C'est dommage que les institutions, l'État algérien,
ne soit pas le premier vecteur du message politique, humanitaire, mais aussi sociétal de l'Algérie d'aujourd'hui. C'est vraiment un grand ratage pour le pays, parce que quand on passe à côté des choses sérieuses, à côté des monuments de l'histoire, c'est qu'on condamne des générations à être aveugles, à ne pas connaître leurs histoires, notre histoire, et du coup, on est réellement dans un labyrinthe et historique et politique à la fois. Un grand hommage à cet homme qui a fait de sa vie la vie d'un militant, la vie d'un humaniste au service de sa population. Rabbi yarhamou yawassa alayh. Quant à la revue Le Jaish, la grande muette, comme disaient les autres, s'est avérée en fin de compte la grande bavarde. Dans des États où il y a séparation de pouvoir, dans des États où le règne du civil prime sur le militaire, comme c'est énoncé au congrès de la Soumam, je ne vois pas l'utilité de rendre au public à tambour battant cette déclaration interminable de l'état-major de l'armée sur la chose politique. C'est ma meilleure preuve. Ça me rappelle quand Saïd Chingriha, le chef de l'état-major, disait que l'armée ne fait pas de la politique à qui veut l'entendre. Ça me rappelle en 2001, à l'occasion du mouvement citoyen en Kabylie, particulièrement, où des énoncés, des slogans venaient de la rue. Bien sûr, c'était des slogans très manipulés, orientés, dirigés par la police politique, qui disaient Oulesh, il n'y a pas d'RCD, il n'y a pas d'FFS, un Kabyle est un Kabyle, un slogan de ce genre. C'était la meilleure manière de faire de la politique. Une manière de faire de la politique, c'est la négation de la politique. Vous voyez un peu ça, c'est un slogan qui revient aujourd'hui à l'état-major de l'armée. Quand on ne connaît pas le commanditaire, il faut y aller voir du côté du bénéficiaire. Aujourd'hui, la chose est sûre chez les Algériens. Chez l'opinion nationale et à l'opinion internationale, on a eu l'expérience de visu, on a constaté que l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique s'est entretenue avec le chef état-major de l'armée, non pas avec le chef d'État élu, entre guillemets. Donc aujourd'hui, le pouvoir militaire, le pouvoir politique, la décision politique n'appartient pas aux civils, n'appartient pas aux élus, ni à l'Assemblée nationale populaire, ni au chef de l'État. D'ailleurs, aucun observateur de la scène politique algérienne, aucun journaliste, aucun militant, aucun activiste de la société civile, aucun activiste dans la diaspora ne peut faire cette ligne de démarcation entre les différents pouvoirs qui existent en Algérie. Du coup, ça nous ramène à une conviction, une certitude que les détenteurs du pouvoir politique en algérien s'est centralisé au niveau de l'état-major de l'armée, et les autres, ça ne sert qu'un décor, civil pour vendre une image d'une république qui a des pouvoirs, qui a un pouvoir de contrôle, un pouvoir de législature, ce qui est totalement faux. Donc aujourd'hui, je reviens à vous dans un instant. L'état-major de l'armée confirme ce qui était déjà en vigueur, d'une façon très vulgaire. Voilà. Je reviens à vous, Maître Aïssa Rahmoun. Hamid Lelou, même question. On n'est pas spécialement obligé de s'arrêter un peu sur les contenus, hein. Notamment, on va y revenir précisément sur le contenu précis de cette revue de ce novembre 2022. Mais qu'est-ce qui fait que, par exemple, en Algérie, à moins que vous me disiez que c'est pas le cas, mais est-ce que là, on peut encore une fois réellement confirmer que l'armée s'ingère, s'immisce, fasse de la politique, et besoin peut-être de créer une certaine légitimité, en tout cas peut-être d'accompagner, d'encadrer. Alors je ne sais pas d'adorer, quel est le mot qu'on peut mettre derrière ça, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, mais dans ces pays-là où
il y a où l'armée fait de la politique, c'est dû à quoi, selon vous? Pourquoi ces deux rapports? Pourquoi cette forte présence? Alors que si on prend certains pays occidentaux, on ne voit quasiment jamais l'armée sur les écrans, jamais l'armée auprès du président, d'un président ou d'une présidente. Pour autant, c'est quelque chose d'anormal dans une démocratie ou dans un pays qui se dit démocratique où le civil prime sur le militaire. Autant pour l'Algérie, telle qu'elle est présentée par le système lui-même, ils disent que ce sont les dignes héritiers des révolutionnaires. L'armée nationale populaire, ils disent que la digne héritière de l'armée de libération, ce qui n'est pas le cas, mais c'est ce qu'ils disent. Faire coïncider ce sommet arabe avec cette célébration du 68e anniversaire du déclenchement de la Révolution n'a pas été le fruit du hasard. D'ailleurs, on en avait parlé lors d'une émission à votre télé il y a quelques mois. Le régime algérien avait tout fait pour faire coïncider cette célébration et cette réunion avec la célébration du 1er novembre. Pourquoi? Parce que, et ça je le dis à notre diaspora, à notre communauté algérienne à l'étranger, dites-moi une fois où vous n'avez pas rencontré un arabe d'un autre pays, du Golfe, du Moyen-Orient, qui ne vous dise pas tous les louanges et toute la grandeur de la révolution algérienne. L'Algérie est connue par sa révolution. Et tous, ils se targuent d'avoir aidé cette révolution. Et du coup, le régime algérien, pour redoser le blason de cette légitimité nationaliste, il pousse le discours jusqu'à dire que nous sommes encore les dignes héritiers de cette révolution. C'est pour ça qu'on voit que le Jeish ou bien l'état-major s'immisce de façon directe dans les affaires politiques parce qu'ils savent enfin, ils pensent que le régime ou bien le côté civil qui est dans le régime algérien, il est incapable de le faire. Il ne peut pas. Ils sont obligés de un petit peu le chapeauter, l'encadrer et l'aider à faire ce travail. Ils ne peuvent pas se dissocier parce qu'ils sont, et ils le montrent à travers ces éditoriaux, ils le montrent aussi à travers les sorties de Shengriha. Et la sortie, par exemple, puisque votre invité a mentionné la visite de l'ambassadrice des États-Unis, pour moi, je vais mettre un petit peu de bémol, je n'y vois aucun problème à cela. C'est pas un problème, c'est peut-être la visite devrait être au niveau du ministère de la Défense et par conséquent, qui est le ministre de la Défense, soi-disant, c'est Tebboune, et à ce moment-là, ça devrait être le secrétaire général du ministère de la Défense qui devrait représenter la délégation algérienne, parce que du côté américain, c'est une civile qui est en charge des affaires militaires. Elle est partie voir la partie algérienne pour travailler ou pour parler des choses strictement militaires, et ce n'était pas un militaire américain, c'était l'ambassadrice, parce qu'elle est en charge. Donc il n'y a aucun problème. Donc il fallait dans ce cas-là avoir une contrepartie algérienne qui soit civile, un ministre des Affaires de la Défense ou bien le secrétaire général du ministère de la Défense. Maintenant, pour être bref, pourquoi ils le font? Encore une fois, parce qu'ils veulent tirer cette légitimité de la révolution algérienne. C'est comme ça qu'ils continuent à vendre leur politique aussi bien au niveau national qu'à l'extérieur, parce que la révolution algérienne est d'une réputation. Moi, comme vous le savez, j'enseigne dans les universités militaires ici aux États-Unis. La bataille d'Alger, c'est une référence. La bataille d'Alger, elle est utilisée dans tous les curriculums des universités militaires américaines. Ils citent cet exemple de la bataille d'Alger, de la guerre d'Algérie, des révolutionnaires algériens. C'est une référence à ce jour. Et ils le savent, et le régime algérien le sait. Et il veut se vendre et se
comment dirais-je, se projeter comme le digne héritier de cette révolution on en parle algérienne. justement. Et c'est pour ça qu'ils insistent tout le temps. On en parle ce soir justement de cet héritage de valeurs comme en parle le président Abdelmadjid Tebboune. Avant de donner la parole à Dias Djebali, une petite minute, on va retrouver ici le président français, le président algérien qui se congratulent ensemble. Tendez bien l'oreille, on entend Emmanuel Macron qui félicite notamment Abdelmadjid Tebboune en lui disant bravo, c'est une réussite ce sommet. C'est pourquoi on parle de ça il y a 2 minutes, on est en côté. Combien? Félicitations pour le sommet. C'était bien, ça a réussi. Voilà, de retour donc sur le plateau de Microscoop. Un mot sur cette relation. Je voudrais dire, le temps passe très très vite, mais d'abord un mot rapidement. On va entrer directement après dans vraiment ces deux axes, ce sommet arabe qui est un succès, et puis cet héritage, ce 1er novembre 54. Je voudrais vous énoncer quelques extraits comme ça avec des mots importants, des mots qui sont chers en 2022 au peuple algérien. Mais est-ce qu'on peut aujourd'hui confirmer que l'armée en Algérie fait de la politique? Et selon vous, pourquoi ce besoin? Est-ce que c'est un accompagnement et c'est de l'amour entre ces deux entités, même si elles sont pas au même niveau? Est-ce que c'est vraiment parce que l'armée a un réel pouvoir et c'est elle qui cadre, c'est elle qui dirige? Absolument. Moi, je fais la différence entre l'armée et l'état-major. L'armée, c'est quoi les traditions? C'est-à-dire les traditions de l'armée, c'est le sens de l'honneur, c'est la mission qui lui est conférée dans le cadre des prérogatives constitutionnelles. C'est ça l'armée. Et la défense du territoire national. Pourquoi en Algérie il y a ce besoin? Pourquoi il y a cette relation en 2022? En 2022, au fait, tous ces scénarios qu'on voit, l'instrumentalisation du 1er novembre par l'armée, qu'est-ce qui bloque la démocratisation de l'Algérie? C'est l'état-major. Qu'est-ce qui bloque le développement économique? C'est l'état-major. Qu'est-ce qui bloque le développement, l'émancipation du peuple algérien? C'est l'état-major. Le mal du peuple algérien, c'est l'état-major. Qui refuse l'alternative à cette dictature, on va dire comme ça, militaire, c'est l'état-major. Donc l'état-major, il a pris sur le plan militaire, sur le plan maillage, il a pris tous les pôles économiques, sociaux et politiques de l'Algérie. On l'a vu à la rentrée un peu partout, dans les salles, dans les classes, à la télé. On voit les militaires partout. Mais ça peut être positif. Ça peut être positif pour le peuple algérien. Il peut se dire aussi, nous en Algérie, on est sécurisé, notre armée est proche de nous, elle est humaine. Je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais ça peut être. Mais l'armée algérienne n'appartient pas à l'état-major. L'armée algérienne appartient au peuple algérien. Un général est un haut fonctionnaire du peuple algérien. Il est payé pour, tout simplement. Quand il arrive en retraite, il quitte ses fonctions. Tout est militarisé en Algérie. Tout est instrumentalisé. Je ne vois pas le lien entre l'Ahd al-Jadid, entre le sommet arabe et le magazine El Jeish. Je me pose une question. Il y a quelqu'un qui lit ce journal? Personne. C'est quoi le contenu? Pourquoi on veut à chaque fois créer des scénarios pour légitimer l'illégtimité? Parce que c'est créé par le biais de la révolution une certaine légitimité pour légitimer tout ce qui est légitime. Et tout le monde le sait. On voit Chengueleha au sommet arabe, on voit des militaires présents dans les écoles, présents quand il y a des catastrophes naturelles. Certes, on a besoin de l'armée pour assurer la défense et l'intégrité territoriale face aux agressions extérieures et le maintien de la stabilité du pays, mais aucunement cette présence de l'armée ne peut être quasiment dans la vie de tous les jours. Alors en parlant de cet héritage, et c'est la même question pour vous trois, messieurs. Alors on a vu qu'il y a aujourd'hui une grosse polémique autour de ces 24 crânes qui ont été déposés. Ce n'est pas une restitution en juillet 2020. Aujourd'hui, d'après maintenant toutes les enquêtes, on parle que de 6 crânes, notamment qui concernent des résistants et des combattants. Est-ce que on peut dire, est-ce que le pouvoir tente de se redorer le blason, de gagner une légitimité
proximité avec l'histoire et cet héritage, mais apparemment, donc, il y a une grosse polémique et c'est mal parti. Et pour vous tous les trois, messieurs, et après je vous donne vraiment la parole, sur cette première partie concernant cet héritage, il y a des mots qui reviennent, respect des normes du droit humain, donc une dimension humaine de la révolution libératrice. L'Algérie combattante n'a eu de cesse d'œuvrer activement pour adhérer aux conventions de Genève, faisant preuve d'une volonté sans faille en matière de respect des normes du droit humain. Voilà ce qu'on peut lire. Donc ça, c'est des mots importants, puisque c'est des mots qui reviennent malheureusement depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs décennies, notamment ces droits humains, où sont-ils en Algérie? Le message humain et noble de novembre 54, avec toute sa symbolique, renvoie en nous la fidélité envers les immenses sacrifices consentis par le peuple algérien qui a subi ces tragédies avec honneur et orgueil jusqu'à ce que l'emblème de la liberté, de l'indépendance, ce sont aussi des mots qui reviennent souvent, où est la liberté, où est l'indépendance en Algérie, et de la souveraineté ne soit hissé dans notre ciel. Et puis un mot qui va aussi interpeller Maître Rahmoun, en dépit de la machine de répression et de persécution mobilisée par la France coloniale et la folie de la destruction massive à travers la politique de la tête brûlée, les révolutionnaires algériens libres ont résisté pendant plus de 7 ans. Maître Aïssa Rahmoun, vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, un héritage de valeurs, vous avez entendu ces extraits. Est-ce que c'est pas du tout à l'opposé de ce que souhaite une grande partie du peuple algérien, en tout cas les droits humains, la liberté, l'indépendance? Dans le dernier énoncé, dans la dernière déclaration, ça nous rappelle directement et franchement ce que la France coloniale a été pendant la colonisation de l'Algérie. On est passé d'un régime colonial qui est la France coloniale à un régime néocolonialiste. On ressent, en tant qu'Algérien, en tant que société civile et classe politique, en tant que citoyen, bimfahum ad-Dastur, toutes les pratiques de la France coloniale. Je vous dis une chose, l'état-major de l'armée n'est pas la seule responsable du drame algérien, de la négation des droits humains, de la citoyenneté, de l'exercice du pouvoir par le peuple lui-même. Il y a aussi ce qu'on appelle communément, qui est un pouvoir occulte, qui décide en Algérie, la police politique. Imaginez le décret 179 du mois de juin 2019, si je me trompe pas, qui donne la prérogative à la police judiciaire de l'armée d'enquêter, d'avoir un pouvoir, un mandat militaire dans les activités ou les crimes ou les délits du droit commun, comme les affaires de drogue, des affaires de terrorisme, des affaires de cybercriminalité, etc., etc. Donc vous voyez comment aujourd'hui la police politique, à travers sa police judiciaire, investit le terrain du droit commun. Et quand on dit le droit commun, ça relève du droit. L'interférence du militaire dans la vie judiciaire, c'est très dangereux pour une nation. Et quand on voit que dans des États, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte et beaucoup d'autres États de la région du Maghreb et du Moyen-Orient, le budget alloué à l'armée a doublé, pratiquement a triplé. Triplé même. Oui, a triplé même. Pour en faire de cette région. Et là, c'est par rapport au sommet des États arabes. Vous voyez donc l'omniprésence des systèmes militaires. Ils étaient ennoblis, et surtout pour notre état-major, ils étaient ennoblis par leur statut d'ayant cause, l'ancien ALN. Ils se comportent aujourd'hui comme des ayants droit. Maître Rahmoun, quand vous entendez les mots que je viens de lire, et je rappelle aux téléspectateurs, téléspectatrices qu'elle est disponible, la revue El Djish sur Internet, vous pouvez la consulter entièrement. Quand vous entendez, vous qui êtes avocat, qui défendez, qui avez défendu des prisonniers, des détenus d'opinion en Algérie, qui est aujourd'hui vice-président, ce n'est pas rien, à la Fédé internationale des droits de l'homme, le président Abdelmadjid Tebboune parle d'héritage, mais 68 ans après, est-ce qu'on peut parler de liberté, d'indépendance
l'indépendance, bien sûr, il y a l'indépendance territoriale, mais est-ce qu'on peut réellement parler d'indépendance? Est-ce qu'il n'y a pas de répression aujourd'hui en Algérie? De quel héritage parle le président Tebboune? L'héritage, c'est l'héritage de la France coloniale, je l'ai dit tout au départ. Quand on voit aujourd'hui qu'il y a, depuis le Hirak, il y a plus de 7500 arrestations et mises en mandat de dépôt, qu'aujourd'hui des partis politiques et des associations sont dissoutes, que les marches, les rassemblements, les réunions sont interdites aujourd'hui en Algérie, qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'avocats, de médecins, de défenseurs, d'activistes qui cherchent à quitter le pays et demander la protection internationale. Aujourd'hui, quand on sait qu'il y a une loi qui se prépare et qui oriente le droit de faire grève dans des secteurs et non dans des autres secteurs. Voilà la réalité dont on est. Quand on sait aujourd'hui que des partis politiques de l'opposition, leurs sièges de réunion, leurs sièges respectifs sont fermés, scellés par l'administration et par la justice, par ordre des décideurs politiques. Donc aujourd'hui, la promesse de novembre est celle du congrès de la Soumam en termes d'organisation, d'orientation de l'État. Est-ce que cet héritage révolutionnaire, est-ce que l'esprit de l'indépendance, est-ce que l'esprit des anciens Shuhada et Moudjahidines qui ont donné leur sang, leurs âmes, leur vie pour que l'Algérie vive dans un État libre, démocratique, dans une république qui se respecte? Est-ce que tout ça a été respecté? Je dirais qu'il y a un fleuve qui a été détourné par ce qu'on appelle communément le clan de Oujda, qui très vite sont devenus l'état-major de l'armée avec succession de coups d'État, où aujourd'hui le civil est un faire-valoir, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale populaire, que ce soit au niveau des wadis, au niveau de toutes les institutions qui font le socle de cet État, qui font l'État algérien. Donc aujourd'hui, la promesse de novembre et celle du congrès de la Soumam a été trahie par l'état-major et les pratiques de la police politique, ce qui a engendré, en fin de compte, la déliquescence de ce qui reste comme État algérien. Merci Maître Rahmoun, je reviens à vous, le temps passe très très vite, je voudrais qu'on évoque aussi le sommet arabe tout de même, on nous parle de succès et de réussite. Hamid Lelou, vous avez entendu le lancement, je ne vais pas le refaire, il était assez long et complet, j'ai envie de dire. L'héritage aujourd'hui, est-ce qu'il y a réellement un héritage de ces 68 ans passés, de ces 7 ans et demi de combat? Est-ce qu'aujourd'hui l'Algérie peut parler d'un réel héritage et d'une réelle consécration en termes de liberté, des droits, comme l'évoque la revue Al-Jish? De manière courte et directe, non, il n'y a pas héritage. Mais c'est de bonne guerre que le système clame haut et fort qu'ils font partie, c'est l'héritage de cette révolution, c'est la continuation. Et même, j'aimerais bien, d'ailleurs cette question, elle répond à la question soulevée par votre invité sur le plateau, qui se demande de l'omniprésence de l'armée sur la scène publique et la scène politique algérienne. On parle de l'Algérie nouvelle. L'Algérie nouvelle, c'est l'Algérie, bien sûr, que l'état-major algérien a servi sur un plateau d'argent. Elle est réellement nouvelle. Elle est réellement nouvelle depuis le 12-12-2020. Justement, c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Je vais expliquer pourquoi. À mon avis, c'est ma lecture. Je vais expliquer pourquoi il y a cette omniprésence de l'armée et des hommes et femmes en casquette sur la scène politique, à la télévision, etc. Après l'indépendance de l'Algérie, dans les années 60-70, l'armée, comme toutes les armées de libération, s'était présentée comme une institution de construction. C'est pour construire le pays. Ils font la même chose, c'est la rebelote. Maintenant, c'est comme s'ils disaient, nous avons libéré l'Algérie en 2019 et nous, l'armée, l'institution militaire, nous portons garant, d'ailleurs c'est dans la nouvelle constitution, que l'armée peut se substituer au régime civil de manière directe s'il y a un risque pour l'intérêt ou pour la sécurité nationale algérienne. Qui c'est qui va évoluer le risque, quels sont les critères et les normes, ça c'est leur droit, ils se donnent le droit de le faire.
Et c'est pour ça que c'est de cette manière que j'explique cette omniprésence de l'armée, parce qu'elle le fait de manière directe pour dire on est là pour accompagner ce nouveau régime civil, comme ils veulent le présenter, mais c'est une nouvelle Algérie. Elle est encore naissante et elle a besoin de nous, l'institution puissante, pour le faire. Et je rejoins Maître Issa Rahmoun quand il dit c'est un système policier, c'est la police militaire ou la police judiciaire qui contrôle tout. D'ailleurs, moi, dans une... Mais on a l'impression tout de même qu'à chaque fois, les choses ne sont pas faites à moitié, puisqu'il y a des difficultés en Algérie. Alors, il y en a qui vivent bien évidemment. Il y a des quartiers qui sont dignes d'être des quartiers où les gens peuvent vivre dignement, mais il y a encore des gros problèmes d'environnement, des gros problèmes d'eau en Algérie. On est en 2022, Internet, la santé, l'éducation. On a l'impression tout de même qu'à chaque fois que El Djich s'exprime, ou certains ministres, la présidence, ce sont des affirmations qui sont assez fortes. Il y a des détenus d'opinion aussi, quand on parle vraiment d'un État libéré de droits humains. Parce que dans ça, moi je lis une certaine cacophonie du fait qu'il y a un problème existentiel. Je ne dis pas qu'on va vers la fin de ce régime parce que c'est trop facile de le dire, mais j'ai l'impression que la boucle est en train de se refermer. Ce qui se faisait dans les années 60-70, ils sont en train de le faire maintenant. Ça veut dire qu'ils sont à bout d'idées, à bout de souffle. Et j'irais même jusqu'à dire que c'est un problème existentiel. D'ailleurs, c'est Macron qui l'avait affirmé il y a quelques mois. Il disait que l'Algérie et la France doivent travailler côte à côte pour des raisons existentielles. Pour lui, l'Algérie, c'est le système algérien. Maintenant, qu'il y ait ces manquements, au niveau de la vie de tous les jours des Algériens, c'est pas une priorité, parce que si on en croit les dernières nouvelles quant au budget alloué au ministère de la Défense et aux services de sécurité, c'est vraiment à tomber du ciel. Je reviens vers vous, cher Hamid. Il y ait ce creuset, ce fossé entre le civil et le militaire. C'est encore une affirmation de plus. Je reviens que les militaires, ils sont en charge. Merci Hamid Dello, restez avec nous. Je vais avoir le temps de revenir vers vous sur cette question, et puis il va nous rester très peu de temps, mais on aura le plaisir encore une fois d'en débattre. Voilà, j'ai lu des extraits. Selon vous, est-ce qu'on peut parler d'héritage? Est-ce que vraiment le pouvoir algérien, l'Algérie, pour son peuple, le peuple peut parler d'héritage aujourd'hui, de ce combat, de ces 7 ans et demi? Mais l'héritage, oui, c'est le peuple algérien qui revendique l'héritage, mais pas l'état-major. Parce que l'état-major, l'armée, l'état-major instrumentalise l'armée et instrumentalise tous les secteurs. Donc, il faut faire la différence, la distinction. Nous remarquons que l'Algérie... Comment vous vivez cette instrumentalisation? C'est un mot fort. Hein, Oui, on est instrumentalisé. Au fait, moi je dirais, peut-être revenons un peu, en remontant le cours de l'histoire, les Turcs, ils sont restés en Algérie 3 siècles, ils sont partis. La France est restée 132 ans, elle est partie. Ils avaient quoi? Ils ont tout fait pour rester en Algérie. Mais à partir du moment où ils ont perdu le pouvoir, la chute, elle était imminente. La même chose, on ne peut pas rester éternellement et instrumentaliser tous les secteurs pour s'accaparer le pouvoir. Tôt ou tard, le pouvoir, ils vont le perdre. Quand je dis ils vont le perdre, c'est-à-dire le pouvoir revient au peuple, ce qu'on appelle la souveraineté. Nous avons la souveraineté nationale, mais est-ce que nous avons la souveraineté économique? Est-ce que cette armée, elle sait que nous n'avons pas la capacité à contrôler notre production? Est-ce que nous avons une production? Nous sommes incapables de contrôler la gestion essentielle, les besoins du peuple algérien, c'est-à-dire la sécurité alimentaire, la sécurité économique, la sécurité hydrique, c'est ça. Donc tout a été instrumentalisé. Quand on voit des élèves qui commencent un cours par la présence d'un officier militaire, on se pose la question, même psychologiquement, l'élève peut se poser ces questions. L'article 30, alinéa 4 de la nouvelle constitution de 2020,
aussi, ils ont pondu un article, pondu sur mesure, qui dit que l'armée nationale populaire, elle est garante, c'est-à-dire elle est garante des intérêts vitaux et stratégiques selon les prérogatives constitutionnelles. C'est-à-dire que l'armée, elle intervient à tout moment. À tout moment. Ça veut dire que toute l'Algérie, d'est en ouest, du nord au sud, elle est complètement quadrillée, un maillage militaire, qu'on veuille ou non, avec l'appui, avec le concours, comme le disait justement très bien Maître Aïssa Rahmoun, de la sécurité politique, enfin de la police politique. Voilà. Maître Rahmoun, dernier tour de micro avec vous. Rapidement, hélas, le temps passe vite et vous avez aussi un peu d'avance, mais c'est pas grave. Sommet de novembre, succès éclatant à tous les niveaux. Le sommet arabe d'Alger, un jalon important dans le renforcement de la solidarité arabe et puis l'unité et la cohésion arabe. Peut-on parler d'un réel succès à tous les niveaux? Fin de citation. Écoutez, en deux mots, je rajouterai à ce que avait dit mon ami Liès. Non seulement le décret 179-19 du mois de juin 2019, qui est très dangereux pour la vie politique en Algérie, l'article 49 de la Constitution, qui consacre l'omniprésence de l'armée dans les affaires civiles et politiques à la fois. Il faut noter aussi que ce sommet arabe, est-ce qu'il a permis une décantation ou un règlement des conflits qui existent dans le monde arabe, tels que la Syrie, l'Irak, le Yémen, en Tunisie, en Algérie? La réponse est non. Est-ce qu'il y a des mécanismes? Est-ce qu'on a mis en avant des mécanismes? Et puis un sommet arabe qui se tient en terre amazigh. Et quand on sait que cette terre, elle n'est pas arabe en fin de compte. Et il n'y a pas de souci qu'on appartient à cette dimension. Je dis à chaque fois que l'Algérie appartient à beaucoup de dimensions. La première des dimensions, c'est une dimension amazigh. La deuxième des dimensions, c'est la dimension africaine. La troisième dimension, c'est la dimension arabe. Et la quatrième dimension, c'est la dimension euro-méditerranéenne. Merci maître, merci sur ces 4 dimensions. On y reviendra, on aura le plaisir de vous retrouver très prochainement et puis notamment sur un numéro de l'Iqahas, on viendra sur notamment cette élection. 1 minute, cher Hamid Loulou, sur ce sommet arabe. Je ne reviens pas sur les qualificatifs évoqués dans la revue. Alors, succès, un tiers des dirigeants ne sont pas venus. Pas un mot sur la Palestine, sur le Polisario, hein, que je sache, ce sont des Arabes, hein, avec les normes qu'on a. Pas un mot sur l'entité sioniste. Ils ont parlé de la Palestine, l'Emchem des Palestiniens, mais ça, ils font ça depuis 48, on voit rien du tout. Pas un mot sur la Syrie, pas un mot sur le Yémen, pas un mot sur la coopération économique et militaire entre les différents pays arabes. Alors, il est où le succès? Le succès, c'est d'avoir inauguré ce grand salon d'un complexe construit par les Chinois. Le succès, c'est d'avoir un petit peu apparu à la télé comme ayant l'organisateur de ce sommet, mais les plus importants dirigeants n'y étaient pas. Donc, merci. Alors qu'ils sont partis au sommet de Sharm el-Sheikh 1 semaine plus tard. Merci pour ce résumé en mettant en exergue et peut-être avec un peu d'ironie des réalités. Vous avez le mot de la fin, une toute petite minute, et là, sur ce sommet, on vous a déjà entendu là-dessus, sur ce plateau. En fait, Tebboune et le globe-trotteur, ministre des Affaires étrangères d'Armamala, donc il voulait que ce sommet se fasse à Alger pour un quart d'heure de gloire, 1 heure de gloire. Ce qui m'a un peu stupéfait, c'est que Tebboune dit « je vais régler la question palestinienne », sachant que la question palestinienne est un contentieux territorial, nullement un contentieux religieux, qui date depuis 48, c'est-à-dire toutes les puissances du monde ne sont pas mises à table, et M. Tebboune, qui a du mal à faire l'emchem et je veux dire, et régler le problème
cette crise politique majeure inédite qui secoue l'Algérie, il est en train de, soi-disant, sur un coup de baguette magique, il va résoudre le conflit israélo-palestinien. Voilà, donc tout ça, vous avez une idée un peu sur le personnage. C'était le but en tout cas de mettre en exergue un peu toutes ces grandes manifestations en Algérie avec ce qui se passe dans le pays. Voilà, revue El Djish, une nouvelle ère pour l'Algérie, point d'interrogation. Merci Elias Djibali, merci à Hamid Lelou et merci à Maître Aïssa Rahmoun. J'aurai le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain soir. Prenez soin de vous. Merci à l'équipe en régie. Bonne soirée à tous.